Hello, une petite annonce avant de démarrer cet épisode. J'organise le premier événement public de Star System le 26 mai à la Gaîté Lyrique. On aura un enregistrement public sur Britney Spears avec mon invité Manon Lugas du compte Instagram Le Cunu. Ensuite, un jeu sur la pop culture avec des cadeaux à gagner. Et enfin, on boit un verre sur des tubes des années 2000. Voilà, j'espère que vous pourrez venir. Je vous mets évidemment le lien dans les notes de l'épisode. J'espère vous voir nombreux et nombreuses. Bisous. Cet épisode évoque des sujets sensibles, notamment des violences et agressions sexuelles. Tu nous dis, Axel, c'est bon ? On a des cernes. En plus, franchement, quand j'ai mal dormi, j'ai vraiment une tête. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça se voit vraiment pas. C'est pas de la politesse. Je me suis mis du correcteur. T'as vraiment pas une tête de quelqu'un qui va mal, quoi. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, pourquoi Paris Hilton n'est pas une bimbo. Je suis Samia Miskina et aujourd'hui je reçois Pyjama. Bonjour. De ton vrai nom, Pauline de Tarragon, tu es autrice, chanteuse, illustratrice. Tu viens de sortir ton album Magnéto-Fille. Oui. C'est comme ça que tu dis Magnéto-Fille. Tu peux dire de toutes les façons. En 2024, tu as aussi publié la bande dessinée minuscule Folle Sauvage où tu parles de santé mentale. Tout à fait. Tu te livres beaucoup dans tes chansons, dans ta BD. Est-ce que ça te fait bizarre de dévoiler des choses intimes sur toi ? Honnêtement, il y a plein de moments avant, il y a quelques années, où quand je regardais un peu ce que j'avais fait sur YouTube et tout, je me disais genre, ma belle, supprime ça tout de suite. Et en fait, là, je crois que j'ai passé un cap où je me dis, mais c'est aussi ce que moi, je consomme d'autres femmes, notamment des choses très intimes de leur quotidien, des autrices qui sortent leur journal intime, qui parlent de leur vie en BD, de choses trash qui leur est arrivé, tout ça. Et du coup, je me suis dit, finalement, moi, j'ai pas grand-chose à cacher. Et en fait, aussi, le fait de parler de choses intimes, ça te fait avoir des conversations hyper intéressantes avec d'autres personnes et tout. Donc, les plus profondes. Voilà, il y a plus grand-chose aujourd'hui où je me dis, ça craint que ça existe. De toute façon, les gens, au bout de 1 heure, ils ont oublié en plus ce que tu as fait ou ce que tu as dit. Oui, pour toi, c'est très important. Voilà. Et pour les gens, ça peut être important quand même, oui. Parce qu'ils entendent une parole qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, mais ils vont le prendre moins à cœur que toi. Oui, et puis ils vont se poser moins de questions en tout cas. Parce que là, ça doit faire presque 15 ans que je poste des choses sur Internet et je pense que j'ai quand même appris à réfléchir, à reformuler, à questionner des gens dans mon entourage si j'étais pas trop sûre de moi. Mais c'est vrai que c'est surtout avec la BD où je me suis dit, là, t'as jamais parlé de choses aussi intimes et qui te mettent mal à l'aise. Et donc, du coup, est-ce que tu vas pas le regretter ? Mais le fait que ça soit pas sur Internet, mais dans un format livre, il y a un truc un peu plus caché, quoi. Genre, il faut que tu ailles acheter le livre, il faut que tu l'ouvres, il faut que tu le lises. Ouais. Et personne n'a mis des extraits du livre sur Internet, par exemple. Donc, il y a un côté un peu plus protégé. Et c'est vrai que c'est dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est ce qui a le mieux marché, on va dire, commercialement, mais aussi tous les retours que j'ai eus et tout. Et je me suis dit, en fait, voilà, c'est toujours pareil. C'est plus tu fais un truc sincère et où tu donnes tout et où tu passes des heures. Et plus ça marche, j'espère pour tout le monde que c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai été comme récompensée de ce petit courage que j'ai eu de faire ce livre. C'est ça, parce que ça valide ta démarche. Et c'est hyper intéressant parce que donc, aujourd'hui, on va parler de Paris Hilton qui se dévoile beaucoup dans le livre et qui dit des choses qu'elle n'a jamais dites avant. Une de tes chansons s'appelle Hyperactive Girl. Et je sais pas si tu le sais, mais tu as un point commun avec Paris Hilton. Outre que tu aimes les chiens d'ailleurs, parce que ça c'est le deuxième. Et que tout le monde pense que je suis une bimbo alors que Exactement. Pas du tout. Attends, vraiment Barbie quoi. Des dents très blanches et des énormes seins qui tombent sur la table. Exactement. Et des cheveux qui tombent par terre. Ça a été un problème pour installer d'ailleurs tout le setup. On a eu 1 demi-heure de retard juste à cause de mon physique. À cause de tes seins et à cause de mes cernes. Voilà. Non mais en tout cas, Paris Hilton a découvert à l'âge de 20 ans, à peu près un peu plus de 20 ans, qu'elle était hyperactive. Ouais. Je sais que toi, tu as partagé plusieurs aspects de ta santé mentale, mais donc tu es aussi hyperactive. Pas vraiment, en fait. C'est parce que c'est plus dans ta façon de en fait, pour vivre, moi, hyperactif, c'est pas forcément le diagnostic dont je parlais dans la chanson, c'est le côté... Enfin, moi, je pense que je suis hyperactive
parce que je suis très anxieuse et que dès que j'arrête de faire des choses de ma vie et de ma journée, ça ne se passe pas bien pour moi, quoi. D'accord. Dès que t'es dans le calme, ça te stresse. J'y suis jamais en fait, parce que j'y vais pas, parce qu'en fait j'y arrive pas, et donc du coup je suis tout le temps ou en train de travailler sur un nouveau projet, ou je vais regarder un film mais je vais faire de la broderie en même temps, ou alors je vais cuisiner mais en même temps je vais regarder une vidéo et en même temps je vais être au téléphone. Enfin, il y a un truc de multiplication des tâches comme ça pour ne jamais avoir rien à faire. Ce qui à un moment, il y a un podcast, non, un psychiatre, ça ressemble. Un psychiatre qui m'avait dit je pense que vous êtes hyperactive, et qui m'a prescrit de la Ritaline sans aucun autre examen. Donc d'accord, stop, n'importe quoi. Mais donc voilà, c'est pas mon diagnostic à moi. Moi, c'est plutôt trouble anxieux, ce qui est super fun aussi. Je sais pas si elle a ça, Paris. Mais tu vas voir qu'elle a quand même. Je sais pas si je peux pas. Je suis pas psychiatre, je peux pas te dire. Si tu c'est sais, même les psychiatres disent n'importe quoi. Ils te prescrivent de la Ritaline comme ça. Voilà. Non, mais par contre, tu vas voir qu'elle a clairement des troubles anxieux. Ouais, j'imagine avec une vie pareille. Non, mais ouais, et je pense que t'es vraiment pas au bout de tes surprises. Waouh. Ah ouais. J'ai hâte. Mais donc pour elle, ça commence comme ça, son livre, c'est vraiment tout un chapitre sur son trouble de l'attention, en disant que ça a été pour elle une révélation. Ça l'a aidé à mieux comprendre sa vie passée, pourquoi elle avait réagi d'une certaine façon par exemple, le cadre scolaire, le fait de ne pas écouter ses parents, de ne pas être disciplinée, etc. Et voilà. Elle dit d'ailleurs au tout début, on me disait que j'étais bête, mal élevée, inconséquente, ingrate et que je ne m'appliquais pas. Rien de tout ça n'était vrai. Je devais être créative et travailler dur pour entrer dans le rang, mais je suis naturellement créative et bosseuse, donc c'est ce que je faisais tous les jours, jusqu'à ce que je sois assez forte pour dire fuck, rentrer dans le rang. Elle est aussi naturellement riche, non? Parce que elle est quand elle a dit riche, j'ai dû bosser pour rentrer dans les rangs, t'es en mode ma belle. Alors, je suis totalement d'accord, mais je connais pas sa vie, mais voilà. Dans ma tête, c'est quand même une fille très riche par son père, ou je sais, voilà. Ok. Ça, c'est un point de départ déjà. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas une riche TDAH, mais elle est quand même... C'est ça. Moi aussi, j'ai un trouble de l'attention. Ok. Je trouve qu'elle en fait un peu trop sur ce truc de trouble d'attention. Des fois, je suis là, c'est pas ça le problème, pareil. C'est vraiment plein de trucs que tu as vécu. Enfin, elle en a conscience, mais c'est marrant comme elle met énormément de choses sur le dos de son ADHD, et je suis là. Je pense que, je comprends, parce qu'il y a vraiment des gens qui s'en servent pour faire des choses. Parfois, moi j'ai compris qu'il y a vraiment ton corps, parfois ton cerveau, genre tu lui dis j'ai envie de faire ça et il te dit non, tu vas pas le faire. Et ça, j'avoue que j'avais pas conscience avant. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont parfois archi mal polis et qui sont en mode je suis TDAH, et t'es là, non t'es mal poli. Exactement. Et c'est un peu le problème, c'est que parfois, pareil, elle se cherche un peu des excuses pour certains comportements qu'elle a pu avoir. Ouais. De là, j'ai tué cette personne, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Non, c'est plutôt genre, j'ai dit des trucs racistes, mais c'est pas de ma faute. Aucun lien. Tu vois, aucun lien. Mais vu que toi, t'es TDAH, tu vas pouvoir débunker un peu les mensonges. Il ne faut pas non plus que ce soit un écran que tu mets entre toi et les autres. Sinon, c'est trop facile, mais voilà. Est-ce que tu t'intéresses aux célébrités en général ? Franchement, pas tant. Je pense que j'ai un peu comme j'ai fait la Nouvelle Star quand j'étais très jeune, donc j'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans là-bas, et j'étais en mode adolescente, qui côtoie déjà un peu des personnalités, que ce soit le jury ou je sais pas, j'ai dû croiser... ne serait-ce que Cyril Hanouna, en fait, qui présentait l'émission. La plus grande star de notre époque. Quel rêve de le rencontrer à 16 ans. Bien sûr. Et du coup, je sais pas, je pense que directement, il y avait un truc de... Non, je pense que les premières fois, j'ai été un peu... Starstruck. Étonnée, mais même pas. En fait, moi, j'ai jamais été fan... je suis fan de personne. J'ai eu un peu la phase Laurie et Jennifer quand j'étais petite, mais je pense que c'était surtout pour faire comme les autres. Ouais. Et c'est vrai que quand je rencontre une star en vrai, genre je la dissocie un peu de qui c'est. Enfin, pour moi, c'est genre une personne archi random. Tu vois l'humain derrière la star. Ouais, je vois l'âme en fait. Ouais, c'est ça, tu vois l'âme, exactement. Non, mais je sais pas, je me suis jamais mise à bégayer vraiment ou à être là, genre à pas oser parler. Okay. Et parfois, il y a des stars que j'ai rencontrées où je me suis dit genre, ah oui, là, ça me fait un petit quelque chose. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai croisé Michel Gondry à la gare.
Et enfin, pour moi, c'est vraiment une personne qui n'existe pas, quoi. Et du coup, j'étais derrière lui et avec Emma, qui est dans mon groupe, on était un peu en mode genre, est-ce qu'on va lui parler et tout? Mais sinon, j'ai pas trop. Bah non, évidemment que non, parce que trouble anxieux oblige et phobie de déranger, donc non. Puis j'ai rien à dire, quoi, en fait. Oui, en fait, c'est ça qui est gênant quand tu vas aborder des gens que tu admires, mais tu sais pas quoi leur dire, à part j'adore votre travail. Mais... Après, moi, c'est assez mignon parce que je suis pas du tout une star, mais il y a parfois des gens qui viennent et qui me disent je suis désolée parce que je sais que t'aimes pas trop qu'on te parle et tout, et je suis en mode oh non, mais ça te fait quoi? Parlez-moi. En vrai, la plupart du temps, c'est hyper mignon. Après, c'est difficile parfois je suis quand même un peu gênée, surtout que depuis que j'ai fait ma BD, les gens parfois m'appellent Pauline de Tarragon, alors qu'avant jamais. Et je me souviens, une fois, j'étais avec ma mère et il y a une jeune fille qui est venue et qui m'a dit Pauline de Tarragon, et ma mère était en mode genre... Qu'est-ce qui se passe? Et genre limite, j'ai dit mais tu pleures? Et elle m'a dit mais c'est trop bizarre et tout. C'est sûr. Non, mais la plupart du temps, enfin tout le temps même, c'est très mignon et c'est des gens juste qui ont préparé une phrase et qui sont en mode voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, là, et après ils partent et c'est bien. Quand c'est court comme ça, personne n'est gêné. Non, mais je pense j'imagine que les gens qui te suivent sont plutôt des gens respectueux, etc. Oui, franchement. Et de plus en plus, j'ai l'impression que j'ai un public hyper chill et hyper cool. Et enfin, je sais pas, il y a un truc j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé mon peuple. Oh, mais c'est génial. Ouais, les concerts, c'est que des gens hyper drôles, hyper mignons, hyper respectueux et tout. Et ça fait plaisir. Mais ouais, moi, j'ai pas un truc avec les stars. Je trouve que à partir d'un certain moment de notoriété, tu deviens automatiquement un peu cinglé. Et donc, je crois que les stars me font plus peur qu'autre chose, en fait. Ouais, déjà, ils vont avoir un côté peut-être plus mégalo. Et des fans qui vont être plus intrusifs aussi. Ouais. Et donc, peut-être qu'à l'inverse, ça va les faire réagir d'autant plus mal à certaines situations. Ouais, ils sont sur la défensive. Ouais. Mais ça, c'est aussi un truc que je comprends. Il y a eu tout le scandale avec Chappell Roan en mode elle est horrible et tout. Et moi, j'étais en mode je comprends pas. Ouais. Alors, oui. elle est juste. Oui, les gens ils disent si t'es connu, tu dois accepter de te faire harceler et tout. Ouais. T'es en mode. T'as aussi le droit de pas vouloir, je pense. Oui. Mais ouais, je sais pas, moi je pense qu'il y a un truc aussi dans le... souvent on me dit, est-ce que t'aimerais être plus connue? Genre, comment tu t'imagines? Et vraiment, moi je trouve que là, ce que je vis en tant que... C'est ce que t'aimes. Honnêtement, plus, ce serait trop pour moi. J'y arriverais pas du tout. Ah ouais, genre, plus de messages sur Instagram, plus de commentaires, plus de vues, plus de gens à mes concerts. Plus d'invitations dans les podcasts. Ouais, impossible. Impossible. mais ouais, je pense que ça serait trop difficile pour moi. Et pareil, déjà parfois quand je sors dans la rue et que genre je suis pas très bien ou je sais pas, que je pleure ou quoi, je me dis là potentiellement il y a quelqu'un parce que ça m'est déjà arrivé que genre je pleure dans la rue et que quelqu'un me dise tes pyjamas et tout, et que je suis en mode genre mais attends, là par contre pas du tout il faut avoir non, c'est pas le moment, il faut avoir en vrai c'était gentil, mais voilà, il y a un peu un côté quand tu t'exposes sur internet, même parfois je sais pas, je m'embrouille avec des gens et je me dis si ça se trouve je vais croiser cette personne et genre elle va m'attaquer. Enfin, il y a des petits trucs quand même. T'as parlé de troubles anxieux, effectivement, ça se sent. Ouais, surtout, moi, même avant d'être exposée sur Internet, j'avais un truc de dès que je sortais dans la rue, j'étais en mode hyper vigilance, genre est-ce que quelqu'un va me parler, est-ce que quelqu'un va me demander un renseignement, est-ce que je vais me tromper. Enfin, tu vois, tout à l'heure, je suis arrivée, je me suis tout de suite dit, je me suis trompée d'adresse, c'est pas ici. Donc déjà, mon cerveau, il est en train de chercher des problèmes en continu. Et en plus, le fait d'être sur Internet, il peut y avoir quand même un côté, trop d'exposition. Bien sûr. En plus, les gens adorent chercher un peu la merde. Enfin, c'est un peu le nouveau concept d'Internet, c'est faire des problèmes et genre se disputer avec des gens. Donc voilà. Mais honnêtement, moi, j'ai de la chance. 90% de ce qui se passe pour moi, c'est genre hyper positif, je me fais pas harceler, je rencontre des gens super et tout, donc... je pense qu'en plus l'histoire de Paris Hilton va vraiment te vacciner de la méga célébrité, ça c'est sûr. Oui, en tout cas, c'est assez perturbant, il y a plein de choses qui sont assez perturbantes. Avant qu'on démarre, qu'est-ce que tu connais de Paris Hilton ? Franchement, parce qu'en plus on n'est pas de la même génération. Ah si, mais elle a des chansons en fait. Oui, exactement, elle a des chansons. Enfin, c'est pas non plus extraordinaire. C'est des reprises plutôt Non, elle a fait par exemple une chanson, je sais pas si t'as vu le film Promising Young Woman. Oui. Et c'est dedans. Ah, mais c'est quand ils sont dans le supermarché et qu'il connaît par cœur et du coup elle est en mode il est trop cool. Tu te rappelles trop bien. Oui, en fait je l'ai vu 2 fois. Je crois que j'adore cette chanson en plus, mais là je l'ai pas en tête. Toi, tu as pas connu Paris Hilton au moment où vraiment elle a explosé en notoriété? J'ai des souvenirs vagues de quand j'étais plus jeune, de elle et sa télé-réalité avec sa copine. The Simple Life.
collectif. Qui s'appelle Nicole Richie. Nicole Richie. Et je sais qu'elle a un chihuahua et je la connais surtout pour des images sur Internet en fait. Genre des mèmes et des trucs comme ça. Et c'est à peu près tout. Et tu as mentionné le chihuahua. Dans le générique de Star System, j'ai essayé de reproduire des clichés de paparazzi. D'accord. Et notamment, il y a une image où je suis, une vidéo où je suis avec mon petit sac rose, avec mon petit chien qui, certes, ne ressemble pas tellement à un chihuahua, c'est une peluche qui ressemble un peu à rien. Et voilà, je lui fais un bisou. Et bref, je suis censée être Paris Hilton sur cette image. Et donc voilà, c'est un hommage à Paris. Mais tout prend sens aujourd'hui. Tout prend sens, exactement. Heureusement que tu l'as dit. Alors, on va commencer avec une anecdote. En 2002, Paris Hilton fête ses 21 ans. Et elle organise pas une seule fête, elle organise plein de fêtes dans plusieurs pays. C'est vraiment la folie. Genre, c'est comme la majorité. Tout le monde. Ouais. Moi aussi, j'ai fait ça pour mes 21 ans. Normal. Et c'est la première fois qu'elle peut aller en boîte légalement, mais évidemment, elle est connue pour être ultra fêtarde. C'est vraiment la party girl, quoi. Okay. Elle organise cette fête qu'elle fait sponsoriser, genre vraiment en mode influence. Avant que ça n'existe sur Internet, elle faisait déjà des partenariats avec des marques. Pendant une de ses fêtes, donc elle est à Las Vegas, et le lendemain, elle est réveillée tôt pour faire une activité à laquelle elle s'est inscrite, alors qu'elle est en pleine gueule de bois, et elle est là, faut que je le fasse, j'ai dit à tout le monde que j'allais le faire, je vais le faire. Et en fait, c'est un saut en parachute, en gueule de bois. Mais c'est horrible. C'est horrible. En plus, je suis sûre qu'elle s'est habillée hyper mimi et tout, elle a dû faire n'importe quoi. Non, mais elle dit qu'elle est dans un état, mais vraiment, elle est déchirée encore. En même temps, quand tu es dans cet état, tu peux faire n'importe quoi. Ouais, enfin, en fait, tu n'existes plus, en fait. Je pense que c'est quand même un petit peu dangereux, mais bon, après, elle n'est pas toute seule. Voilà. Après, elle n'est pas toute seule, elle saute avec un gars, machin. Enfin, mais tu imagine, vois, elle vomit. Bah, c'est ça qui me ferait peur. C'est peut-être ce qui s'est passé. Non. Okay. Je peux te dire déjà, il n'y aura pas de vomi. Ça me va. Enfin, pas là-dessus, en tout cas. Ça me va. Elle parle de la mention au-dessus de la porte qui s'ouvre, où il y a écrit « Cette porte doit rester fermée ». Mais donc forcément, elle s'ouvre pour qu'elle puisse sauter. Et elle dit « Marilyn Monroe a dit « C'est bête d'avoir peur, c'est bête d'avoir des regrets. J'ai toujours pensé que c'était vrai. On a tous cette porte en nous. Et pendant longtemps, j'avais la mienne. Cette porte doit rester fermée. Accrochez-vous, on va enfin l'ouvrir. » Waouh, c'est le début du livre. J'adore. Dans l'imaginaire collectif, Paris Hilton, c'est l'incarnation de la bimbo, la fille à papa, qui dilapide l'argent familial dans des fêtes interminables. Elle a les cheveux blond platine, des lunettes de soleil à strass, une voix aiguë, genre elle parle un peu comme ça. Une voix de pépette, moi j'aurais dit. De pépette, exactement, c'est le terme consacré. Et donc elle dominait les tabloïds au début des années 2000. Mais derrière cette image décervelée se cache une réalité bien plus complexe. Et donc aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la véritable Paris Hilton. Je l'aime de plus en plus là. Donc son arrière-grand-père, Conrad, travaillait dans un hôtel et c'est lui qui va ensuite fonder Hilton. Donc au début, c'est un hôtel, puis ça a grandi un petit peu. Mais donc c'est lui qui vraiment commence la fortune familiale. Au départ, c'est quelqu'un d'assez pauvre. Et même sa femme le quitte parce qu'elle trouve qu'il ne gagne pas assez d'argent, que la vie à travailler dans un hôtel, c'est compliqué. Donc... Elle n'a pas eu le flair. C'est clair. Elle s'est gourée. Il s'est brièvement remarié avec une femme mondaine qui venait de Hongrie et qui adorait sortir et qui était déjà une sorte d'influenceuse parce qu'elle se faisait payer par des marques pour porter certains vêtements quand elle allait sortir. Complètement influenceuse. Mais ouais. Et quand il est mort, Conrad a donné presque toute sa fortune à des œuvres de charité. Elle dit, Paris, mon grand-père a travaillé, mes parents ont travaillé, je suis une bête de travail. Mais je suis une Hilton et c'est énorme. Je reconnais à quel point je suis chanceuse, ok ? Ma famille est surnommée la royauté américaine. Je ne minimise pas les privilèges extraordinaires dont j'ai bénéficié. Elle reconnaît. Elle fait attention, voilà. Paris Hilton est le 17 février 1981. C'est une enfant pleine d'énergie qui ne tient pas en place. Je l'ai dit plus tard, elle est diagnostiquée avec un trouble de l'attention. Et alors qu'elle est encore petite, sa famille emménage à Bel Air dans une gigantesque maison. La maison est tellement dingue que dedans, il y a aussi, elle a créé, l'ancienne propriétaire, une maison pour les enfants, une playhouse, donc juste pour jouer. Mais ce qu'elle fait avec sa sœur, Paris, c'est qu'elle transforme ça en maison pour les animaux. Elle n'arrête pas d'aller à l'animalerie, elle n'arrête pas d'acheter toutes sortes d'animaux. En mode Brigitte Bardot un peu. En mode Brigitte Bardot. Moins, parce que Brigitte, elle ne serait pas allée à la... Non, à l'animalerie, ça c'est sûr. Mais elle est aussi raciste, comme Paris Hilton. Plein de points communs, finalement. Un énorme point commun. Et elles sont blondes. Il y en a une qui est dead, par contre. Il y en a une qui est dead. Pour l'instant, Paris Hilton est encore parmi nous. Elles grandissent au milieu de fêtes grandioses dans la propriété familiale. Il y a pendant les fêtes des balades en poney qui sont organisées, des tournois de tennis. Il y a aussi une piscine avec une mosaïque importée d'Italie. Enfin, voilà, c'est dans ça qu'elle grandit. Très, très chic. On apprend aux enfants quelle fourchette utiliser, où poser son pied pour prendre les photos familiales. Enfin, c'est vraiment la folie. Et les parents sont amis avec Andy Warhol. Ah,
qui vient souvent à ses fêtes et qui dit un jour, en parlant de Paris, cet enfant deviendra une immense star. Je savais pas qu'il y avait un crossover Andy Warhol, Oui. Paris Hilton. Donc Paris et sa sœur vont dans une école privée, mais Paris est ultra rebelle. Ouf. Encore une fois, elle tient pas en place, mais vraiment elle se rebelle tout le temps et donc elle est virée. Ok. Elle est dégoûtée parce que à ce moment-là, elle va à l'école avec Nicole Richie, qui est sa meilleure amie. Et donc elles sont séparées. Elle est transférée dans une école catho. Point commun avec moi, ça aussi. Ah, c'est vrai ? Ouais. Mais non. Moi, j'ai été à l'école avec les sœurs et tout, avec l'uniforme et tout. T'as beaucoup de points communs avec Paris. Franchement, heureusement que t'as choisi ce thème-là. Hein. Et donc, c'est vraiment, elle n'arrive pas à obéir aux sœurs, elle se rebelle tout le temps, les parents sont tout le temps convoqués. Il faut savoir que son père voyage énormément et la mère le suit partout, mais dans tous ses déplacements professionnels. Ok. Mais elle n'a pas forcément de rôle là-dedans, quoi. Non, okay. C'est juste qu'il ne supporte pas de dormir séparément. D'accord. Avec Paris Hilton qui se rebelle beaucoup, qui est souvent convoqué, enfin les parents sont souvent convoqués, tu dis peut-être que des fois il y a au moins un parent qui aimerait rester un peu plus à la maison pour voir un petit peu ce qui se passe, mais non, en fait ils sont tout le temps partis, donc elle est beaucoup élevée par des babysitters, etc. quoi. Ou par sa tante aussi d'ailleurs. La première fois que Paris sort danser, elle a 12 ans. Elle le fait en cachette évidemment. 12 ans. Elle rentre dans une boîte et c'est une révélation. La musique, les lumières, la mode, mais tout la fascine. Elle est à donf. À 13 ans, le soir du Nouvel An, la famille de Paris et la famille de Nicole vont à Las Vegas. Ils vont évidemment dans l'hôtel Hilton. De toute façon, partout où ils voyagent, ils vont dans l'hôtel Hilton. J'imagine qu'ils se font pas chier à aller à l'Ibis budget. Ça serait un peu con de leur part, en effet. J'hésite. Et Paris et Nicole, elles disent s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir notre propre chambre et tout. Elles ont 13 ans. Et donc les parents, ils sont là, non. Et puis elles insistent, elles disent mais s'il vous plaît, tout ça serait trop bien. Ils disent bon, allez, d'accord. Évidemment, elles appellent des copains, des gens qu'elles connaissent qui sont aussi à Las Vegas, des gars de leur âge. Et donc, ils décident de se retrouver, elles sortent en cachette. Mais quand elles veulent rentrer, il n'y a pas de taxi dispo, il y a une file d'attente pas possible. Et leur tourne. Elles commencent à paniquer. Elles trouvent un flic et elles disent juste comment est-ce qu'on peut rentrer. On va à l'hôtel, on n'a pas de taxi. Il a dit, mais vous avez quel âge ? Et elle dit, on a 18 ans. Petit mensonge. Ouais, petit mensonge. Et il dit, ok, montez dans la voiture parce que là, ça va pas du tout. Et je sais pas, pendant qu'il essaie de faire ses vérifications, ça prend un peu de temps. Et Nicole a fini par dire, non mais c'est Paris Hilton, ok, sa mère c'est une Hilton, son père c'est un Hilton, on est à l'hôtel Hilton, s'il vous plaît et tout. Donc évidemment, il appelle les parents. Ah, bah oui. Et donc le père vient les chercher furax. Et il dit, Paris, tu es puni. Et elle dit, mais du coup, puni de quoi ? On est à Las Vegas, enfin voilà. Et il dit, tu n'as plus le droit de voir Nicole. Oh là là. Et donc, ce qu'elles font, c'est que quand elles rentrent, elles sont voisines, mais il y a un terrain de golf entre les deux maisons. C'est trop drôle. Elles se mettent sur le balcon et elles crient. Elles se crient des trucs. Nicole. Paris, c'est de plus en plus souvent en conflit avec sa mère. En plus, elle est ado. Enfin, je veux dire, c'est aussi un classique. Et elle dit, ma mère était très conservatrice. Moi, j'étais vraiment tout l'inverse. Et elle est tout le temps punie, tout le temps privée de sortie. Mais à chaque fois, elle fait le mur. Elle s'enfuit, en fait. Elle trouve un moyen de se barrer, que ce soit par la porte normalement en cachette pendant que tout le monde dort, soit par la fenêtre. Enfin, c'est vraiment... C'est une vraie rebelle, quoi. Une méga rebelle. À 14 ans, toutes ses camarades de classe ont un crush sur un prof. Bizarre. Et lui dit, à Paris, j'ai un crush pour toi. Ouais, c'est bien. Super. C'est Brigitte Macron. Elle dit, j'aimais qu'il me remarque comme si j'étais une adulte. Il me flattait et me taquinait et me disait que les filles qui parlaient dans mon dos étaient jalouses de moi, que leurs copains voulaient certainement rompre dès que j'entrais dans la pièce. Il a 4 ans, ce monsieur. Exactement ce que je me suis dit, c'est tellement immature. Elles sont toutes jalouses de toi. Et moi, ce que je préfère, c'est toi. Il m'a demandé mon numéro de téléphone personnel. À ce moment-là, elle a le téléphone dans sa chambre, bien sûr. Et m'a dit de n'en parler à personne. Aïe, aïe, aïe. Ça commence très mal en général quand on dit ça. Mal. Exactement. Si vous écoutez le podcast et que vous êtes jeune, si on vous dit n'en parle à personne, il faut tout de suite aller en parler. C'est terminé. Dans l'heure qui suit. Ouais. Non, mais c'est hyper grave. En fait, à la fois, je comprends Paris à 14 ans qui est genre, je suis l'élu, je suis choisie par, en plus, le beau gosse, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des trucs comme ça de me dire, ce mec de 30 ans m'a remarqué. Et maintenant que j'ai 30 ans, je suis en mode, mais ça va pas la tête. Exactement. Non, mais quelle horreur, quoi. C'est terrible. Bon, ça, c'est en train d'être déconstruit un peu, mais il y a encore des gens qui sont en mode l'amour n'a pas d'âge. Mais c'est long, la déconstruction. J'ai l'impression qu'il y a plus de ressources pour expliquer aux gens en quoi c'est pas bien de sortir avec des gens qui ont 15 ans de moins que toi, surtout aussi jeunes, quand 14 ans, quoi. Mais voilà, il y a encore des gens qui disent l'amour, ça se choisit pas, c'est chimique, l'amour machin. N'a pas d'âge. Mais voilà, quand tu commences à voir comment parle la personne plus âgée à la personne plus jeune,
tu dis, non, c'est pas ça en fait. Il y a toujours un ascendant, que ce soit de l'argent, du pouvoir, Enfin, je sais pas, c'est... non, mais c'est absolument inadmissible. Ouais. Dans ce cas-là, les adultes vont dire, non, mais c'est une vieille âme. Tu vois, genre... Oui, elle fait plus que son âge. Plus que son âge, exactement. Oui, mais elle a eu ses règles il y a 1 an. Laisse-la tranquille. C'est horrible, c'est horrible. Laisse-la découvrir le monde. Et il lui dit, mais tu sais, la princesse Diana, elle a rencontré Charles à 13 ans. Elle avait l'air hyper heureuse en plus. Tellement heureuse, c'était tellement mariage épanouissant. Vraiment. D'ailleurs, un jour, je ferai un épisode sur elle, évidemment. Ah oui. Elle lui dit aussi, Priscilla avait rencontré Elvis à 14 ans, donc exactement ton âge. Pareil, vois, vie de merde, une grosse vie de merde. Et tous les soirs, il l'appelle pour lui demander si ses parents sont à la maison. Un jour, ils sont pas là. Il lui dit, parfait, retrouve-moi dehors, je suis là dans la voiture. Oh là là, le red flag man. Elle monte dans la voiture, il l'embrasse. Aïe. Les parents arrivent en voiture. Et à ce moment-là, le mec, il panique. Il part en trombe avec Paris dans la voiture. Il la kidnappe. Il est là, mais fuck, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais ça y est, c'est foutu, ma carrière est foutue. Énorme merde, ce type. Hein. Ouais, il pense qu'elle est... C'est horrible, c'est horrible. Alors qu'il a Paris dans son coffre. Finalement, il la ramène, elle monte 4x4 dans sa chambre, elle se met sous la couette, ses parents arrivent, ils disent, mais c'était quoi ce bordel? Et elle dit, non, mais rien, j'étais là, moi, dans la chambre et tout ça. Et là, ses parents n'insistent pas. Parce que ses parents, et ça, c'est que le début, hein. Mais vraiment, ses parents, c'est leur politique. On ne dit rien, on ne pose pas de questions, ou un minimum en tout cas. Et elle n'en parle jamais avec ses parents, mais elle sait très bien qu'il lui a rien arrivé derrière. Elle le voyait, elle continuait à le voir pendant un temps, pendant qu'elle terminait son année. C'est vraiment mis sous le tapis. Voilà. On va pas entacher le nom. Des bonnes valeurs. Des bonnes valeurs. Elle dit, pendant 25 ans, j'ai considéré que cet incident était mon premier baiser, parce que même si ce n'était pas vraiment mon premier baiser, c'était le plus important. Je ne voulais pas considérer la réalité. Il m'a fallu plusieurs décennies avant de pouvoir dire le mot pédophile. Elle le dit quand même. Mais elle dit, malheureusement, j'ai encore au fond de moi une honte, une gêne, je me sens mal, quoi. Oui, comme toutes les victimes qui ont... Exactement. Parce qu'en fait, à 14 ans, tu peux pas te rendre compte... Mais c'est fou qu'encore aujourd'hui, elle dit, je sais très bien en théorie que c'est pas de ma faute, mais j'ai quand même toujours un honte, malaise, je culpabilise. Ouais. Et à la fin de l'année, ses parents l'envoient chez sa grand-mère à Palm Springs, mais en fait, elle se rend compte que l'été passe et sa grand-mère l'inscrit à l'école là. Okay. Et en fait, c'est clairement, elle le comprendra plus tard, une conséquence de ça, où en fait, il a puni Paris d'avoir embrassé son prof. Mais sans lui dire, maintenant tu vas vivre là-bas, ils sont en mode... Juste, ils viennent pas la chercher. Terrifiant. Le cauchemar de tous les enfants. Mais c'est clair. Heureusement, elle s'entend bien avec sa grand-mère, mais quand même, c'est un gros changement de vie, quoi. Donc, sa grand-mère l'inscrit dans un lycée privé. Et elle apprend que sa famille a déménagé à New York sans elle. Okay. Elle dit « J'étais une enfant de 14 ans, je voulais être avec ma famille, j'avais besoin de ma mère. Son parfum me manquait, son dressing me manquait, les après-midi au zoo avec mon père me manquaient. » Et elle dit « Je n'étais pas une mauvaise fille, j'étais insolente parfois, rebelle et têtue. Dit autrement, j'avais 14 ans. Ouais. » Comme j'ai dit, heureusement, elle s'entend bien avec sa grand-mère. Sa grand-mère, en plus, lui dit tout ce que sa mère passait sous silence. Donc, elle lui parle des garçons, du maquillage, des soutiens-gorge, des règles, de plein de choses, en fait, que sa mère était trop pudique pour dire. Et en plus, sa grand-mère la laisse aller à des rendez-vous avec des garçons. Elle la laisse aller à des fêtes. Donc, Paris est quand même contente. Un jour, elle va au mall avec une copine. Et régulièrement, elle retrouve là 2 garçons. Tous les samedis, ils se retrouvent tous ensemble. Et un jour, ils disent « Ah, il n'y a personne dans la maison d'un des garçons. Est-ce que vous voulez venir ?» Elles y vont. Le mec, il lui donne un truc à boire. Il dit « Non mais vas-y, tu t'inquiètes pas, franchement, c'est un goût de sirop, c'est rien du tout. » Clairement, il y a quelque chose d'autre que de l'alcool dans le verre. Okay. Et après, elle ne se rappelle plus de rien. Okay. Juste, elle se réveille, donc encore chez lui. Et elle se sent horriblement mal. Elle le trouve dans le salon. Il lui dit « Tu te rappelles de choses? Il y a des choses qui te restent en tête ou pas ?» Enfer. Elle dit « Je me suis empêchée de repenser à cette journée. Je n'en ai parlé à personne. Je n'en ai parlé à mon mari que très récemment. C'est arrivé il y a tellement longtemps, il s'est passé tellement de choses depuis, pourquoi en parler? Quand j'y pensais, je me sentais abîmée, gênée et nauséeuse. Donc je l'ai enterré dans un recoin sombre de mon esprit. Je refusais de voir les traces que cet événement avait laissées. » À ce moment-là, elle sort en plus avec un garçon qu'elle a commencé à fréquenter à Palm Springs. Et lui, il insiste de plus en plus pour coucher avec elle. Putain, son début de vie de femme, ça ressemble à beaucoup de vies de femmes finalement, mais c'est hardcore. C'est hardcore. Et finalement, un jour, elle boit du champagne pour réussir à le faire, quoi. Ah ouais, putain, horrible. Au bout d'un an, ses parents viennent la chercher pour la ramener avec eux à New York. Donc elle est trop contente de retrouver sa famille. Elle est triste de quitter sa grand-mère parce que sa grand-mère, elle s'entendait quand même trop bien avec, mais voilà. Elle arrive donc dans l'appartement. C'est un appartement qui est dans un hôtel Hilton historique
à New York. Ils ont 250 mètres carrés, il y a du marbre italien, une vue sur toute la ville, quel que soit l'endroit où tu te trouves, genre même depuis la baignoire. Elle s'inscrit dans un lycée spécial où elle peut suivre des cours sur la mode. Alors, je savais pas que ça existait. Tu connais Time Out, le magazine ? Ouais. Mais en fait, à ce moment-là, Time Out New York existe déjà. Elle lit assidûment Time Out New York pour savoir où sortir, où trouver les meilleures soirées. Évidemment, encore une fois, elle sort en cachette. Elle danse jusqu'au bout de la nuit. Elle rentre avant que la famille se réveille. Mais un matin, elle sort de l'ascenseur et elle tombe sur ses parents. Oui. Ils sont à la fois soulagés et hyper énervés. Ils lui disent « Mais t'es folle !» En plus, ils disent « Tu viens d'une famille riche, tu peux être kidnappée. » Ils lui disent aussi « Tu risques d'entacher le nom Hilton. » Et je pense que c'est un truc qui est extrêmement important pour eux. Je pense que c'est pas juste qu'ils ont peur pour elle, de ce qui pourrait lui arriver. Je pense qu'ils ont peur de l'opprobre social, la réputation. Et donc, elle dit, mais vous inquiétez pas, de toute façon, il y a les paparazzis tout le temps. Ils disent, mais quoi, les paparazzis ? Mais c'est horrible ce que tu nous dis. En fait, à ce moment-là, elle n'est pas connue en tant que telle, mais elle est connue comme fille quand même de Hilton. Et donc, les paparazzis sont présents pour prendre des célébrités en photo. Ils en profitent pour prendre Paris Hilton en photo. Et elle dit, mais comme de toute façon, ils sont là tout le temps, il peut pas se passer quelque chose, personne peut m'attaquer. Il risque tout le temps d'être en photo. Quoi. Et elle dit, ok, promis, c'est terminé. Mais en fait, à chaque fois, tous les soirs, elle sort tous les soirs. En plus, elle a des mauvaises notes à l'école, elle sèche les cours. Et finalement, elle est virée de l'école. Elle atterrit dans une autre école privée pour vraiment les gosses de riches qui ont été virés de partout. Vraiment les... Là, il en reste la une, quoi. lie des gosses de riches, exactement. Même là, on la garde pas. Laissez-la partir, en fait. Non, mais laissez-la partir, justement. Elle supplie ses parents de la laisser travailler. Elle dit, s'il vous plaît, je voudrais être mannequin. Elle, sa mère, a été mannequin avec ses sœurs assez jeunes. Et elle dit, je sais pas pourquoi, ma mère m'a jamais trop raconté ce qui s'était passé. Mais en tout cas, elle a jamais voulu qu'on le fasse. Elle réussit quand même à obtenir quelques jobs de mannequin en cachette. Mais juste en cachette. Et elle continue de sortir, elle continue d'apparaître dans les tabloïds. Sa mère pleure tous les jours, son père est excédé. Un soir, sa mère l'enferme carrément dans la chambre. Elle verrouille la porte pour pas qu'elle sorte. Et elle convainc son frère à travers la porte d'ouvrir. Impossible de capturer cette personne. Un jour, sa grand-mère vient, elle séjourne dans l'appartement et elle dort devant la chambre de Paris. Pour être sûre qu'elle sorte pas. Non, mais c'est vraiment à ce stade. C'est la prison, en fait. Cela dit, alors là, j'ai quand même de l'empathie juste pour les parents. Effectivement, de ne pas réussir à contenir une ado qui veut sortir tout le temps. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, mais justement, pas l'abandonner et pas, quand il la retrouve avec son prof, ne rien dire, juste la base. Tu sais, les parents, ils sont en mode, comment je peux comprendre mon ado ? Et t'es là-bas, juste parlez-lui, écoutez cette personne. Oui, parce qu'en attendant, ils sont tout le temps partis en déplacement professionnel. Oui, voilà. Puis clairement, c'est ça, je pense, le côté aussi TDAH, machin. Il peut y avoir ce truc-là où, en fait, les gens comprennent pas et du coup, ils disent juste, elle est insupportable et tout, au lieu de comprendre qu'en fait, elle a besoin de bouger. Mais souvent, oui, plus on t'interdit un truc, plus tu le fais, quoi. Ça, c'est vieux comme le monde. Mais là, quand même, elle a une détermination assez incroyable. Une nuit où elle n'est pas sortie, pour une fois elle n'est pas sortie, elle dort profondément. À 4h30 du matin, la porte s'ouvre avec fracas. 2 personnes rentrent. 2 mecs extrêmement baraqués. Ils la sortent du lit, ils la traînent et ils la jettent dans un fourgon. Oh, un cauchemar. Et elle voit ses parents qui la regardent en pleurant et qui ne bougent pas. Ah, ok, c'est eux qui ont demandé le... Mais elle se dit, attends, c'est pas possible, on me kidnappe, on a dû les menacer, leur dire quelque chose, comment ils ont pu ne pas bouger, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est terrible, elle dormait profondément quand ça arrive. Bizarre. C'est horrible. Donc dans le fourgon, Paris Hilton tremble de tous ses membres, mais vraiment, genre ses dents claquent, quoi, tellement elle est stressée. Elle dit, mais laissez-moi partir s'il vous plaît, mes parents ils paieront, il n'y a pas de souci et tout. Ils disent, non mais c'est tes parents qui ont fait ça, pour ton propre bien. Ouais. Et en fait, en effet, elle découvre que ses parents lui ont préparé un sac, une trousse de toilette, etc. Donc ça confirme qu'effectivement, ils étaient dans le coup, quoi. Elle dit, non mais de toute façon, je vais pas vous suivre, genre fuck you et tout. Et ils rigolent et ils disent, tu veux monter dans l'avion dans le calme ou avec des menottes ? Oh putain. Quel est cet organisme, par contre ? Alors, qui fait ça ? Ça s'appelle C'est doux. Et elle dit, dans son livre, les parents issus de milieux populaires hypothéquaient leur maison et prenaient un 2e job pour pouvoir envoyer leurs enfants à C'est doux. Les parents riches, particulièrement les célébrités, étaient courtisés. Mes parents n'étaient pas les seuls à y croire. Michael Douglas, Clint Eastwood, Barbara Walters, la liste est longue. Les parents sont désespérés quand ils envoient leurs enfants là. Ils se disent, non mais nos enfants, on ne peut pas les tenir en place. Et ils pensent que c'est une école qui vraiment aide leur développement émotionnel, qui est très centrée autour des besoins de l'enfant, parce que c'est ça qu'on leur vend évidemment dans les brochures. Ils atterrissent à Los Angeles et ensuite ils montent dans un autre véhicule. Ils font 80 miles
jusqu'à arriver devant un portail en fer. Elle est introduite dans un hall, et là, il y a 2 adultes qui l'attendent, et plusieurs étudiants, je mets des étudiants vraiment entre guillemets. Les adultes lui demandent de se déshabiller. Oh là. On lui dit d'ailleurs, et on va faire une cavity search, mais en fait, quand elle entend cavity, c'est un mot qui veut aussi dire carie. C'est pour dire à quel point elle est complètement innocente à ce moment-là. Elle pense qu'on va lui chercher quelque chose qu'il y a dans les dents, elle a des bonnes dents ou pas, quoi. Ensuite, il lui donne un uniforme rose qui est réservé aux rebelles, qui doivent être particulièrement surveillés parce qu'il y a un risque de fuite. Après, elle devait être contente qu'il soit rose, par contre, parce que c'est pas Hilton. C'est exactement ce qu'elle dit. Elle a dû faire slay. Exactement ce qu'elle dit. Elle dit au moins, de toute façon, le rose, c'était vraiment ma couleur. On lui donne pas de chaussures, on lui dit les chaussures sont un privilège que tu dois gagner. Elle partage la chambre avec une fille qui est là depuis 2 ans et qui lui dit « Non mais t'inquiète pas, tu vas t'habituer, on veut juste t'aider, Paris, on veut que tu découvres qui tu es, que tu nourrisses ton enfant intérieur. » C'est un cauchemar, horrible. Cette histoire. C'est un cauchemar. On dirait Shutter Island ou je sais pas quoi, là. Horrible. Elle lui dit « Tu finiras la formation à 18 ans et tu verras, tu ne voudras même pas partir. » Elle dit, moi, je pense que si. Mais elle dit, moi, j'ai peur du moment où j'aurai 18 ans, où je devrais partir et tout. Il y en a même qui restent. En fait, il y en a qui ont un tel. Je sais pas si ça existe vraiment, le syndrome de Stockholm. Mais oui. En tout cas, voilà, qui restent après, même s'ils ont passé l'âge, ils vont être surveillants, etc. Ouais, parce qu'ils ont peur de se réintégrer à la vie normale, ouais. Quoi. Ouais. Elle lui énumère les règles. Il y a 1 milliard de règles. Pas de gros mots, pas le droit de chanter, pas le droit de fredonner, de se racler la gorge. Pas le droit de croiser les jambes, pas le droit de respirer trop fort, de faire des bruits de bouche en mangeant, pas le droit de mentionner Marilyn Manson. Ça, c'est pas grave. Pas le droit d'aller aux toilettes sans demander la permission. Pas le droit de demander la permission pour aller aux toilettes. Mais comment tu fais ? Je pense qu'ils te disent quand tu dois aller aux toilettes. Okay. À mon avis, c'est eux qui te disent, là, il est genre, je sais pas, 18h, vous allez aux toilettes. À mon avis, c'est ça. Quelle horreur. Pas le droit de regarder par la fenêtre. Donc le lendemain, elles se réveillent à 5h30. Elles doivent ranger leur chambre, mais vraiment, il faut que ce soit archi nickel. Il y a des surveillants qui rentrent. Si jamais c'est pas archi nickel, ils vont foutre un bordel pas possible et faut tout recommencer. Oh putain. Et parfois, ils le font juste pour... une TDAH, en plus, c'est l'horreur. C'est horrible. Alors que pour les autres, ça... Elle est là, genre, putain. Mais c'est vrai que souvent, elle dit... En plus, avec mon trouble de l'attention, t'es là... Enfin, franchement, tous les enfants sont traumatisés, là, je pense. Enfin, c'est pas une histoire de... ranger une pièce comme ça, moi, j'ai l'impression que ça peut être hyper compliqué pour les TDAH. Après, je sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais... Elles doivent travailler pendant la journée, transporter du bois d'un endroit à un autre. En plus, elle n'a pas de chaussures. Mais c'est fou que ça existait. On dirait vraiment un truc de prison. Que ça existe. Que ça existe. Mais le truc des chaussures et de tout ça, de pas regarder par la fenêtre et tout, ça existe encore ? En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que souvent, on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière les portes closes. Mais justement, Paris Hilton, aujourd'hui, elle est très engagée pour faire fermer ces trucs-là. Et donc, je pense qu'il y a peut-être, comme il y a plusieurs célébrités qui sont passées par des trucs comme ça, des centres comme ceux-là, et qui se sont exprimés sur le sujet, ça a pu peut-être évoluer, mais c'est clairement pas complètement fermé. Et notamment, derrière, elle va parler d'un autre endroit qui est toujours ouvert. J'ai regardé le site internet ce matin. Après, elles doivent prendre des douches collectives et elles sont surveillées par des hommes comme des femmes, quoi. Oh. Le premier jour, elle a tellement honte, elle n'arrive pas à se déshabiller. Un surveillant lui dit « Tu veux de l'aide pour ta culotte ?» Oh là là. Le soir, c'est ce qu'ils appellent donc le rap. Le rap, c'est un truc où tout le monde s'assoit en cercle. Les uns après les autres, ils doivent s'insulter mutuellement, mais vraiment, ils doivent dire les pires horreurs. Mais c'est horrible. Mais c'est atroce. Ce truc. Mais c'est vraiment genre, tu es la pire des mères. De toute façon, t'es qu'un gros tas. Et de toute façon, tes parents te détestent. Ils voudraient que tu te suicides. Enfin, Et c'est censé servir à quoi, du horrible. Coup Juste c'est pour te punir. Si jamais tu ne participes pas aux insultes, c'est ton tour juste après, quoi. Ok. Et donc Paris, au début, elle regarde ça, elle dit mais c'est horrible, elle voit un mec se faire démolir. Comme elle dit rien, il se tourne vers elle et même le mec se retourne contre elle et l'insulte. Et ça dure des heures. Ça dure genre de 18h à minuit, quoi. Sympa. Team building. Et à la fin, tout ça est suivi d'un câlin collectif. Ah. Mais c'est trop bizarre. Adulte comme enfant, tout le monde doit genre s'allonger l'un contre l'autre, se faire des câlins, etc. Et elle est là, mais c'est horrible. Et on lui dit, si tu le fais pas, tu vas avoir les pires corvées. Genre vraiment, tu nettoies les toilettes à la brosse à dents. Okay. Au bout de 14 jours, elle a le droit d'appeler ses parents. Donc elle l'appelle, mais évidemment, il y a une surveillante à côté. Et là, elle peut pas s'empêcher, elle dit « Maman, il faut venir me chercher, c'est horrible ». Et elle dit la mère « Mais Paris, il faut que tu finisses le programme, c'est hyper important ». Elle dit « Mais c'est horrible, on nous maltraite et tout, c'est affreux ». Dès qu'elle commence à dire ça, les surveillantes raccrochent. Oh putain. C'est vraiment le cauchemar, quoi. C'est un cauchemar. De A à Z. Absolu.
Elle n'arrive pas en plus à dormir parce qu'elle a toujours un PTSD de son kidnapping. Elle en a 40 de Non, mais elle en a déjà 40. Laissez-la. Mais dès qu'elle commence à s'endormir, elle sent la couverture contre elle. Ça la ramène à cette nuit où les mecs l'ont kidnappée, quoi. Parfois, les raps dont je te parlais, donc, où tout le monde s'insulte mutuellement, parfois, il y en a qui durent toute la nuit, vraiment jusqu'au petit matin. Ils n'ont pas le droit de boire, ils n'ont pas le droit de manger, rien. Jusqu'au petit matin. Un jour, il lui donne des chaussures. Et ils doivent participer à une activité à l'extérieur. Elle réussit à se mettre un petit peu à l'écart. Un peu en cachette, parce que c'est un truc, une sorte de cérémonie chelou, où tout le monde a les bras en l'air, donc elle en profite, on la voit moins, elle est à l'arrière, et elle va parler aux surveillants qui sont des mecs. Et en fait, elle leur parle comme elle parlait aux paparazzi, un peu en faisant la bimbo. Et elle dit, est-ce que je pourrais aller juste aux toilettes, etc. Et en fait, ils sont tellement flattés qu'elle les drague. Ils disent, allez, d'accord, mais dépêche-toi. Elle y va. Et en fait, ça se faisait plusieurs fois qu'elle allait aux toilettes et qu'elle essayait d'évaluer la fenêtre. Ouais. En mode prison break. En mode prison break. Et c'est qu'elle a eu tellement l'habitude de se sauver par la fenêtre que maintenant, elle est hyper forte. Et donc, en plus, elle est assez grande. Donc, elle arrive à atteindre la fenêtre qui est vraiment haute. Et elle est très étroite, mais elle est tellement sous-nourrie que de toute façon, elle est ultra maigre. Ouais. Elle passe par la fenêtre. Elle se retrouve de l'autre côté, elle court comme une tarée. Putain. Cours, ma belle, cours. Ouais. Elle arrive dans une forêt et elle sait en plus que cette forêt a une réputation de... Il y a plein de jeunes qui disent qu'il y a des enfants qui ont été tués dans la forêt. Oh là là. Et elle se disait, non mais n'importe quoi, enfin, ok, c'est horrible, mais quand même pas à ce point. Et en fait, plus tard, on a découvert qu'il y avait effectivement des enfants qui ont été tués. Il y avait notamment dans cette école un serial killer qui travaillait, un mec qui était en fait, on a découvert plus tard, un serial killer. Ok. Et qui travaillait avec un psychiatre qui venait toutes les semaines. Et donc, il y a vraiment des enfants, soit qui ont été tués malencontreusement entre guillemets pendant des activités ou pendant des ils ont été punis physiquement, etc. Et parfois c'est aussi qu'ils ont été enlevés par un serial killer qui venait travailler là. Bah attends, t'imagines, t'as des enfants qui sont isolés de leurs parents, c'est le paradis pour un serial killer. Bah ouais. Elle arrive enfin dans une station-service. Et là, elle trouve une cabine téléphonique. Et il y a un truc que tu peux faire, c'est que tu appelles quelqu'un, c'est la personne au bout du fil qui va prendre l'appel et payer. Ok. Et elle appelle sa tante. Parce que sa tante est celle qui vit le plus près. Et elle dit, Tata, il faut absolument que tu viennes me chercher, c'est horrible et tout ça, machin. Et sa tante, elle dit, ok, d'accord, bouge pas, etc. Et pendant qu'elle attend, elle a trop peur que quelqu'un arrive sur le parking. Elle la retrouve. Voilà. Donc elle voit que la porte est ouverte, il y a une arrière-cuisine qui est ouverte de la station. Elle rentre dedans, elle se cache. Et elle reste là pendant des heures où personne ne la voit. Et elle entend les flics qui viennent régulièrement en disant, est-ce que vous avez vu une jeune fille blonde, etc. Angoisse. Elle sort discretos, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle fout ma tante et tout. Elle retourne dans la cabine téléphonique, elle appelle et à ce moment-là, une main s'abat sur elle et c'est un flic. Et la tante, c'est une traître. Exactement. C'est un film Netflix là. Non mais je te dis que c'est un thriller le truc. Il y a des péripéties chaque seconde. Quand ils l'ont ramenée à l'école, ils l'ont battue, étranglée devant tout le monde. Mais quelle horreur. Et les parents, ils sont en mode. Les parents, ils sont en mode. Ça. En fait, les parents, ils se disent, on a payé tellement cher cette école. En fait, elle dit plus tard, la mère, ah non, mais j'avais pas compris. Moi, je croyais que c'était juste les enfants pauvres qui allaient dans des trucs, on les traitait comme ça. Ah, bah si c'est les pauvres, c'est pas grave, tu vois. Mais quand on paye beaucoup d'argent, j'imaginais pas du tout qu'on pouvait traiter les enfants comme ça. Enfin, c'est terrible. Mais elle a vraiment énormément de sympathie pour ses parents. Moi, j'admire vraiment son abnégation. Elle dit « Mes parents ont fait ce qu'on juge bon de faire quand son enfant disparaît et ils ont appelé la police. Ils pensaient faire ce qui était le mieux pour moi. Il faut les comprendre. Un professionnel de santé vous conseille d'envoyer votre enfant dans une magnifique école qui coûte une fortune. Quand il essaie de fuguer, est-ce que vous croyez l'enfant qui vous en a fait voir de toutes les couleurs ou bien vous croyez le psychiatre qui dit que c'est un menteur invétéré ?» Bah oui. Évidemment, elle est punie une fois qu'elle est à l'école. Donc j'ai dit, elle est frappée, étranglée, etc. Mais aussi, personne n'a le droit de lui parler, personne n'a le droit de la regarder. Elle doit dormir par terre dans le salon, surveillée toute la nuit par un surveillant. Elle subit les pires remarques pendant la douche. Enfin, vraiment, c'est horrible. Et pendant le rap, évidemment. Et on l'envoie dans une autre école. Elle fait le voyage avec un couple. Elle doit prendre l'avion à nouveau. Et c'est à San Francisco, je crois qu'elle va. Elle essaie de les amadouer parce qu'elle se dit il faut que je m'enfuis là, il faut que je m'enfuis. Et donc elle dit ah mais je suis trop contente d'aller dans ma nouvelle école et tout. Puis ils sont en mode ouais bon d'accord ok. Mais elle essaie tellement d'être sympa qu'à un moment donné elle dit juste ah est-ce que je peux aller aux toilettes. Elle dit la femme d'accord mais je t'attends de l'autre côté de la porte. Et pareil elle dit il faut que je trouve un truc. Elle ne ferme pas la porte. De toute façon elle n'a pas le droit de fermer la porte à clé. Et en fait elle s'assoit sur les toilettes. Et elle tend ses jambes et elle donne un grand coup et elle sait que la femme est juste derrière. Oh my god. J'ai cru qu'elle allait partir par la chasse d'eau. J'étais là, non, là je te crois plus là. Bon, elle est très mince, mais quand même. Là c'est bon, stop.
Et donc la femme elle s'écroule défonce par la terre. femme. Ouais. Oh putain. Et elle court. Elle court comme une folle. Elle trace jusqu'à un taxi, elle monte dans le taxi. Évidemment, elle n'a pas d'argent, elle a rien. Elle a rien. Et elle dit, emmenez-moi à l'hôtel Hilton. De toute façon, dans le doute, à chaque fois, c'est emmenez-moi à l'hôtel Hilton du coin. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Donc, c'est ce que fait le chauffeur. Elle descend et elle dit, je vais chercher de l'argent. Il dit, ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, elle rentre et elle demande à un mec qui travaille là, est-ce que je peux utiliser la cabine téléphonique ? Il lui dit, d'accord. Elle appelle sa mère. Et en fait, ses parents ont placé une puce, un truc pour savoir exactement, immédiatement d'où elle appelle. Ok. Sa mère, elle dit, on vient te chercher, ne bouge pas. Et là, un flic arrive. Oh putain. Paris, tes parents ne vont pas t'aider. Hein. Faut que t'arrêtes de les appeler eux, quoi. En plus, ce qui est ouf, c'est qu'il l'emmène au commissariat, le flic. Il est à bicyclette. Donc, en fait, il lui passe les menottes, elle doit courir à côté de lui. Mais non. C'est horrible. Mais c'est quoi ce bordel? Elle dit, non, mais c'est En mode vraiment chien, abusé. quoi. Ah, putain, mais ça ne s'arrête jamais. Ça ne va pas du tout, quoi. Quand elle arrive au commissariat, il y a le couple horrible. Alors là, je peux te dire qu'ils sont ultra vénères. La meuf, elle a le nez pété et tout. Enfin, ils sont horriblement vénères. Et ils montrent aux flics des papiers disant on a des droits sur elle. Genre, on a la garde légale. Et en fait, effectivement, les parents ont signé des papiers pour donner à cette école la garde légale Mais de c'est leur enfant. horrible. Et donc, voilà, elle est emmenée, encore une fois, de force. La nouvelle prison est horrible. Là, c'est une sorte de camp, en fait, où ils sont quasiment tout le temps dehors. Ils sont dans des tentes. Oh là. C'est horrible. Au lieu de douche, elle a un seau d'eau froide et un savon. Le matin, ils ont 60 secondes pour mettre leurs chaussures, ranger leur sac de couchage dans un sac à dos. Inspection généralisée. S'il y a le moindre cheveu qui traîne sur le sac à dos, c'est hop, tout est déchiré, il faut tout recommencer. Mais c'est vraiment, ils vont déchirer les affaires de tout le monde pour que tout le monde la déteste. Enfin, c'est horrible. Pendant la journée, les jeunes doivent transporter des bûches, ils doivent creuser des trous. Enfin, c'est absurde. Franchement, c'est une galère sa vie. Personne ne sait ça. Il y a des jeunes qui tombent dans les pommes. Quand ils tombent dans les pommes, il faut les retransporter jusqu'au camp. Ceux qui se plient pas aux règles sont frappés, étranglés, jetés par terre. On leur donne quasiment rien à manger. Voilà. Elle dit, il faut que je me casse. Vraiment, c'est pas possible, il faut que je me casse. Et donc, elle devise un plan avec sa voisine de tante, sa coloc, pour fuguer. Et elle lui dit, c'est trop bien et tout, sa copine. Et donc, elle part aux toilettes et à ce moment-là, la surveillante vient et elle dit à Paris, vous parlez de quoi là? Vous étiez en train de chuchoter, qu'est-ce que vous disiez? Et en fait, Paris comprend plus tard que, en fait, elle a tout cafeté à la surveillante. Et donc, la surveillante l'a fait asseoir devant la cheminée et elle la couvre d'insultes jusqu'au matin. Putain. Et quand le matin arrive, elle la frappe devant tout le monde. Et elle lui dit, je vais t'enterrer, tes parents te détestent, tu m'appartiens. D'accord, ça va bien, madame. C'est Ça horrible. va, vous? Oui. Après ça, Paris s'est dit, je ne pouvais pas revivre ça. Donc en fait, elle fait tout ce qu'on lui demande. Elle fait tout ce qu'on lui demande et elle dit, c'est à ce moment-là qu'elle invente vraiment son personnage de la petite fille riche, stupide, la bimbo, un peu écervelée, mais qui du coup n'est pas inquiétante, n'est pas menaçante. À un moment, ils partent tous en camping. En tout cas, certains qui sont choisis partent en camping. Ça, elle ne le sait pas encore à ce moment-là, mais à la fin, tu as terminé ta formation, entre guillemets. Mais ça, elle ne le sait pas encore, et donc elle se dit, c'est l'occasion pour moi de fuguer. Et donc, avec une autre fille du camp qui vient d'arriver et qui est complètement déboussolée, elle décide de fuguer. Elle réussit à se barrer en douce pendant la nuit. Elle court, jusqu'à tomber sur un mobil-home. Elle regarde dans le mobil-home, et c'est une jeune femme en train de lire un bouquin. Elles ne veulent pas dire, évidemment, qu'elles sont dans un truc genre prison ou formation bizarre, parce qu'elles ont peur de ne pas être crues ou d'être envoyées là-bas. Et donc, elles disent, on était avec nos petits copains, mais ils ont voulu nous violer, etc. Donc, on s'est barrés. Et en fait, elle les accueille, elle les laisse prendre une douche, elle leur donne à manger, elle les laisse dormir. Et le lendemain matin, il faut partir. Elles arrivent à la gare, il est genre 6h du matin. Il y a 3 pecnos à la gare, donc elles ont peur d'être repérées. Donc, elles se cachent à moitié, quoi. Mais au moment où le train arrive, elles vont monter dedans. Et il y a des flics qui débarquent. Putain. Les policiers. Non. Mais c'est horrible. Mais ça dure combien de temps, cette escapade? En tout, dans ces trucs-là, elle aura passé 2 ans. Ok. Ah oui, ok, je pensais Ouais, que parce c'était que là, encore c'est plus. tous les quelques mois, elle essaye de fuguer. Et donc là, ils s'étaient dit, elles vont être là, quoi, les deux. Ouais. Okay. Bon, ils n'ont pas eu de mal à la trouver. Et donc là, elle se tient un carreau pour pouvoir repartir dans ce camping-là. Parce que là, elle apprend que quand tu vas dans ce camping, donc tu passes plusieurs jours et après, tu es libre. De l'autre côté, c'est terminé pour toi. Ok. Donc, elle se tient tellement à carreau qu'à un moment donné, c'est bon, on lui dit, ça y est, tu peux retourner à ce camping. Et c'est un truc horrible. Ils disent que c'est un rituel natif américain, genre amérindien. C'est totalement faux, elle dit, avec évidemment. Aucun indien dedans. Mais j'imagine. bien sûr. Et en fait, ça n'a aucun sens. Pendant plusieurs jours,
et ils doivent rester autour du feu et parler, sans dormir, sans manger, sans rien. Sinon, ils sont réveillés dès qu'ils commencent à s'endormir. Et c'est terrible, il y a des jeunes qui commencent à tomber dans les pommes. Mais donc, elle tient. Et à la fin, c'est fini. On lui dit, c'est bon, tu as terminé la formation. Tu as graduated. Ses parents viennent la chercher. Et là, on lui dit, maintenant, tu vas aller à Cascade. Et c'est encore une autre école. Non, mais putain. Mais là, elle a quel âge ? Là, à ce moment-là, elle a 17 ans. Ok. Et en fait, à partir de 18 ans, ils ne peuvent plus rien faire pour elle. Enfin, c'est terminé. En tout cas, ils ne peuvent plus la forcer à aller dans des trucs comme ça. Donc, elle a quand même encore 1 an. Ok. Elle est avec ses parents dans la voiture. Elle est dans un état pas possible. Elle dit, mais m'emmenez pas là-bas et tout. Ils disent, mais c'est pour ton bien, mais qu'est-ce qu'on va faire, Paris, enfin, tu sais très bien qu'on ne peut pas te tenir en place. Et en fait, c'est pour toi qu'on fait ça. C'est pour que tu sois bien plus tard et tout ça. Et elle dit à sa mère, ok, mais alors juste, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut juste arrêter chez le coiffeur ? Juste pour que je refasse un peu mes cheveux et tout. Là, je ressemble à rien et tout. Sa mère, elle dit, d'accord, la vanité de la mère. Et bien sûr, elle s'échappe. Elle va aux toilettes, elle s'échappe par la fenêtre. Elle court. Elle court jusqu'à une gare routière où elle rince ses cheveux parce qu'en plus elle a des trucs de décoloration, elle a de l'aluminium et tout. Bref, donc elle enlève tout ça. Elle avait volé de l'argent à sa mère. Elle monte dans un bus, elle roule plusieurs heures, elle finit par s'endormir en disant ça y est, c'est bon. Quand soudain, le bus s'arrête. Et un flic vient directement la chercher en disant vous êtes Paris Hilton. Mais putain, mais c'est pas possible. C'est un cauchemar. Il y a des c'est quoi ? Il y a des t'imagines, caméras c'est pré-téléphone partout. en plus, il n'y a pas de téléphone mais à ce oui, moment-là. Comment ils font ? Ben, à mon avis, ils appellent absolument tout le monde. En fait, ils se disent probablement elle est à la gare routière. Ouais. Probablement, si on appelle, on dit est-ce que vous avez vu une jeune fille blonde prendre un bus ? Ah bah oui, celui-là. Ouais. En plus, qui a des trucs sur les cheveux, quoi, qui a mal fait sa coupe. Elle est facilement identifiable. Et donc, elle arrive à Cascade. Pendant la nuit, elle dénoue sa coiffure, où en fait, elle s'était fait un chignon serré et elle avait réussi à garder $200. Ah, et en fait, elle dit, je sais très bien que les fouilles, c'était pas pour trouver ce qu'on avait sur nous. Les fouilles, c'était juste pour nous humilier. Ouais. En fait, ils cherchaient pas vraiment. Donc, elle sait que si elle le met dans ses cheveux, il n'y a pas de souci. Ouais. Elle dit, c'était pas beaucoup, $200, mais c'était à moi. Savoir que c'était là me rendait heureuse. L'argent, c'est l'espoir. L'argent, c'est la liberté. J'ai décidé qu'un jour, je travaillerai dur et gagnerai beaucoup d'argent. $1 million. À ce moment-là, je serai libre et je ne ferai plus confiance à personne. Maintenant, on comprend. Elle passe quelques semaines, c'est horrible encore une fois. Une autre fille vient la voir et lui dit je sais que tu vas t'échapper, je sais que c'est ton plan, prends-moi avec toi s'il te plaît. C'est une fille qui est plus jeune qu'elle, qui a genre 13 ans je crois, qui est toute chétive et tout, et en fait Paris la prend en pitié. Et donc un jour, elle dit ok, la lune est assez claire, etc., on peut voir pendant la nuit, et donc une nuit, elle s'échappe. Elle s'échappe et elle trace dans un 7-Eleven, tu sais, c'est les épiceries qui sont ouvertes tout le temps, voilà. Avec ses sous, Paris Hilton, elle achète du mascara, elles se font des moustaches et des barbichettes. Non. Elles se mettent des sweats à capuche et elles tracent jusqu'à la gare routière. Le plan fonctionne, elles arrivent à Los Angeles. Elles vont chez une amie de Paris qui les laisse passer plusieurs jours. Et de là, elle se dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il me faut un autre plan. Elle appelle un ami qui se trouve dans le Connecticut et qui dit, ok, je t'envoie des billets d'avion, mais par contre... ta copine, je suis désolée, mais elle est jeune. Enfin là, ça commence à être c'est du kidnapping, on ne peut pas, malheureusement. Et donc, Paris, ce qu'elle fait, c'est qu'elle emmène la petite jeune fille manger dans un diner. Elle lui laisse de l'argent. Elle dit juste, je vais aux toilettes. Et en fait, elle se casse. Oh non. Et elle dit, ces dernières décennies, j'ai essayé de ne pas penser à cette petite fille maigrichonne, perdue dans cette immense ville. Quand je pense à ce qu'il arrive aux enfants comme elle, j'ai envie de vomir. Je voulais la sauver et je l'ai jetée au loup. J'espère qu'elle a trouvé quelqu'un qui pouvait mieux l'aider que moi et qu'elle a pu me pardonner. En fait, je peux pas en vouloir à Paris. Bah non, parce que qu'est-ce qu'elle allait faire ? Elle peut pas s'occuper de quelqu'un alors qu'elle-même, elle est en détresse totale, quoi. C'est ça. Par contre, j'imagine tellement la culpabilité de qu'est-ce qu'est devenue cette gamine, quoi. Oui. Elle passe plusieurs jours dans la maison du Connecticut, donc elle est chez un ami qui vit avec ses parents. Et les parents l'accueillent bien, ils posent pas trop de questions et tout ça. Et un jour, son ami dit « Viens, on va déjeuner à New York et tout, dans l'Upper East Side. » Et elle dit « Ah, je sais pas, j'ai un peu peur, tu vois, de me faire choper. » repérer, voilà. Ouais. Il dit non mais vas-y et tout ça. Ils vont manger. Et là, elle lève les yeux. Et elle voit son père qui arrive. Non mais c'est pas possible. Son père avec 2 gardes. Et son ami baisse les yeux et dit ne me déteste pas. Non, c'est pas vrai. Si. Quelle horreur. Elle dit qu'elle lui en veut pas. Elle dit qu'il a fait ce qu'il pouvait. Enfin, qu'il se rendait pas compte. Et qu'il avait peur. Enfin, il pouvait pas non plus cacher une mineure. Oui. Et là, elle est envoyée à Provo, qui est la pire école. Donc Provo, c'est une ville dans l'Utah, totalement mormone d'ailleurs. C'est vraiment la pire école. On lui en parlait depuis le début de ces centres-là. Où c'est le final boss, quoi. C'est le final boss. C'est là qu'ils envoient les
les plus rebelles. C'est fou qu'ils abandonnent pas ses parents. Genre, ça fait 15 fois qu'il se passe la même chose. Ouais. Arrêtez. Là, les fouilles corporelles vont encore plus loin. D'ailleurs, on la réveille pendant la nuit pour lui faire des examens gynécologiques, et je mets des guillemets, évidemment. Ça n'a rien à voir avec des examens gynécologiques. Elle n'a pas de nom, elle n'est pas appelée par son nom, elle est appelée par un numéro, 127. Les règles sont interminables, comment s'asseoir, comment se lever, comment ouvrir une porte, comment utiliser les toilettes. Et ils ont ce qu'ils appellent des points d'investissement où tu pars avec beaucoup de points et tu dois descendre à 0. Comme elle a fugué plusieurs fois, elle part avec genre des milliers de points et c'est impossible de descendre à 0. Donc comme elle n'arrive pas à descendre le nombre de points, il y a plein de trucs auxquels elle n'a pas le droit. Pendant 11 mois, elle ne sort pas. Ok. On leur donne des pilules tous les jours pour genre être bien apathique. Et à un moment donné, elle fait semblant de prendre son truc et une surveillante s'en rend compte. Et là, elle est envoyée ce qu'on appelle au OPS. Et donc, c'est un truc de cellule à l'isolement. Elle est envoyée à l'isolement. Elle est nue et elle dit qu'elle essaye de créer sa propre réalité dans sa tête. Une maison trop belle avec des fleurs partout. Elle dit, je pense qu'on peut créer sa propre réalité. Si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Ne les laissez pas faire ça, ne les laissez pas vous dire que leur réalité est plus grande que la vôtre. Provo m'a privé de lumière, d'espace, de mon confort, de mes vêtements, de mon nom. On n'avait le droit ni de danser, ni de chanter, ni de fredonner. Je n'avais pas de canevas pour peindre, pas d'argile à sculpter, pas de quoi écrire, dessiner, coudre ou faire des collages, mais ils ne pouvaient pas me prendre qui je suis. Et donc elle décide que voilà, sa vie après Provo sera extraordinaire, ce sera la fête, les paillettes, etc. Quelques semaines avant ses 18 ans, ses parents viennent la chercher. Ça y est, elle est libre. Purée. Elle a raté 2 ans de sa vie. Elle a raté vraiment 2 ans. Elle découvre tout. Déjà, même tout ce qui s'est passé dans la pop culture pendant qu'elle était isolée et tout ça. Et elle veut tout rattraper. Elle n'arrive pas de toute façon à rester chez elle. Elle sort tous les jours. C'est là que le clip de Baby One More Time sort. Elle dit ça résume parfaitement comment je me sentais. Où au début, on la voit en classe, Britney, un petit peu impatiente et tout, qui a envie de sortir. Et hop, ça y est, la sonnerie retentit. Et elle danse. Elle dit c'était vraiment comme ça que je me sentais en sortant de Provo. Et de ces 2 ans horribles. Elle dit donc que pendant 2 ans, j'ai été privée de musique, d'art, de nourriture, tout ce qui fait que la vie est belle ou en tout cas supportable. Mais surtout, j'avais été privée d'amour. Depuis cette nuit où je me suis échappée par la fenêtre et où j'ai embrassé le pédophile, je me suis sentie coupée de ma famille, de tout ce que j'avais vécu. C'était le plus dur à supporter. Mais donc elle sort comme une folle. Elle sort danser. De toute façon, elle n'arrive pas à dormir. Okay. Donc pour elle, c'est vraiment sortir jusqu'au petit matin. Et au petit matin, elle essaie d'avoir un peu d'heure de sommeil. En plus, la chambre où elle dort, c'est la chambre chez ses parents où elle était kidnappée. Donc ça lui ramène vraiment tous ces souvenirs-là. Elle tente brièvement de finir le lycée, mais elle a des mauvaises notes. Elle sèche les cours, donc il la vire. Elle commence des contrats de mannequinat en disant « il faut que je travaille, c'est ma voie vers la liberté ». Et donc, évidemment, elle dit, après 2 ans de malnutrition, j'étais dans la tendance héroïne chic de l'époque. Il devait adorer. Il devait adorer, évidemment. Elle décolore ses cheveux vraiment blond platine. Et elle dit, les gens adoraient sortir avec moi parce que j'étais admise partout. Et j'étais admise partout parce que j'avais un incroyable groupe d'amis. Pas juste des célébrités, des personnes étranges, créatives, dont vous ne reconnaîtrez pas les noms. Des artistes, des poètes, des musiciens, des réalisateurs, des écrivains, des geeks. Les paparazzis la suivent partout. À ce moment-là, la technologie évolue. On peut prendre des bonnes photos dans la nuit noire, avec les flashs, etc. Elle adore être le centre de l'attention. Elle pose pour les paparazzis. Et d'ailleurs, c'est trop marrant, mais à ce moment-là, elle se déplace beaucoup en roller et on la surnomme la roller girl. Okay. Et même en club, en fait, c'est des chaussures. Elle fait un mouvement et hop, ça sort les roues, quoi. Ouais. Et donc, elle dit, s'il y avait un mec qui m'emmerdait en boîte, hop, elle sort ses roues et c'est trop drôle. Se casse. Elle est pleine de surprises. C'est clair. Un jour, elle va à Cannes avec une amie productrice qui veut percer à Hollywood et elle déjeune avec un mec et avec Harvey Weinstein. Ah. Tout de suite, elle sent que la vibe est pas cool. Ouais. Le mec est trop chelou. Et donc, le lendemain, il la croise encore à Cannes. Il lui dit « Ah, Paris !» Elle essaie de l'éviter. Et comme il commence à s'approcher d'elle, elle trace aux toilettes. Elle s'enferme dans les toilettes. Le mec, il tambourine à la porte. Au bout d'un moment, il y a un mec de la sécurité, ou en tout cas du personnel de Cannes, qui arrive et qui le sort. Et elle dit « J'ai mis beaucoup de temps à en parler, même au moment de MeToo, j'en ai pas parlé parce que j'avais peur qu'on me reproche de ne pas avoir ouvert ma bouche avant et de ne pas avoir permis à des femmes d'éviter ça, quoi. » Elle commence à sortir avec un mec qu'elle trouve sexy, mais elle dit « Je pense qu'en fait, il était sexy parce qu'il avait énormément d'assurance, quoi. » Et il insiste pour qu'elle fasse une sextape. Ah. T'étais au courant de la sextape de Paris Hilton? Non, je pensais que c'était que sa copine Kim Kardashian qui avait fait ça, mais en fait... En fait, Kim Kardashian a copié sur Paris Hilton. Okay. Kim Kardashian, je crois qu'elle l'a fait avec vraiment l'intention de le faire. Oui. On dit que c'est même sa mère qui a un peu géré le truc en sous-main. Exactement. Ce qui est terrible, et bref.
Non, ça va, je trouve. Non, franchement. C'est une aventure familiale. Un lien mère-fille vraiment incroyable. Non, mais en fait, ce qui est arrivé à Paris Hilton, c'était absolument terrible. Il lui dit, vas-y, viens, on fait une sextape et tout. Et elle dit, mais non, vraiment pas du tout. En plus, elle est vraiment pas à l'aise avec la sexualité. Mais toute façon, même si t'es à l'aise avec la sexualité, t'as le droit de dire non, quoi. Et il lui dit, écoute, si tu le fais pas, moi, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et donc, elle a tellement peur de le perdre qu'elle dit, ok. Et elle dit, l'ironie, c'est qu'à cause des abus et des humiliations que j'ai subies, et aussi la façon dont j'ai été élevée, j'avais peur de la sexualité. Je détestais la sexualité. Je l'évitais jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable. Et plus loin, elle dit, je sais que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre qu'elle n'est pas bizarre ou frigide ou morte à l'intérieur. Elle est juste asexuelle dans un monde hyper sexualisé. Donc elle le dit pas clairement, mais en fait, on comprend qu'elle est asexuelle. Et c'est fou parce qu'elle était vraiment dépeinte comme la méga bimbo qui couchait avec tout le monde et tout. Ce qui aurait pas été grave, mais c'est même pas le cas. Bon, finalement, elle s'ennuie avec ce mec, elle le quitte. Ils se disputent parce que, genre, à un moment donné, elle rentre d'une soirée, elle le trouve devant chez lui. Elle dit non, mais c'est terminé. Elle dit, moi, à ce moment-là, je ghostais les gars quand c'était fini. Il a l'air d'être assez contrarié, puis bon, elle s'en fout, elle y pense plus, quoi. Elle se rapproche d'un photographe qu'elle admire énormément, qui s'appelle David Lachapelle, qui fait un shooting photo avec elle. Je te montre une photo. Ah ouais, bah alors déjà, elle est presque nue. Elle a une mini-jupe rose qui est de la taille d'une serviette en papier, à peu près. Des chaussures à plateforme qui ont l'air beaucoup trop petites parce que ses doigts de pied dépassent de la plateforme. Et elle a un haut en résille avec absolument 0 soutien-gorge. Donc on voit ses seins à travers la résille. Elle a des petites mitaines roses en soie, je pense. Ouais. Et elle fait un doigt d'honneur et elle mord sa lèvre inférieure en mode fuck, quoi, un peu. Ouais. Et elle a les lunettes de Emmanuel Macron quand il dit « for sure ». For sure. C'est ça le look. Et elle est un peu en mode genre fuck ma famille, exactement. Je pense. C'est marrant que tu te dis ça parce qu'en fait, à ce moment-là, ils ont fait plusieurs shootings dans plusieurs endroits. Et il lui dit « mais viens, on va aller chez tes grands-parents ». Et en fait, pendant que ses grands-parents dorment, ils s'introduisent. Et donc, les grands-parents ne sont pas du tout au courant. Ils ont dû adorer. Et donc, finalement, ils proposent les photos à Vanity Fair. Elle ne pensait pas du tout qu'il allait les proposer, les photos à un magazine, quoi. Et donc, elle dit, bah, trop bien, trop bonne opportunité. Sa mère, elle n'entend pas du tout de cette oreille, évidemment. Et donc, ils essayent, les parents, de faire annuler la sortie des portraits. Comme ils n'y arrivent pas, la mère, elle dit, d'accord, mais est-ce qu'on peut au moins négocier un article ou quelque chose comme ça où on peut parler, quoi. Et donc là, la journaliste, elle vient chez eux. Et c'est hyper gênant, c'est hyper tendu entre Paris et sa mère. Paris, elle dit « Je suis pas juste une fêtarde, j'ai mon propre business, je fais de la musique, je lève des fonds pour le cancer du sein parce que ma grand-mère est malade. » Et sa mère, elle dit « Bah, exprime-toi alors !» Paris, elle répond « J'essaye, mais t'arrêtes pas de m'interrompre. » Enfin, c'est extrêmement gênant et donc ça sort un peu comme ça dans l'article. Enfin, même la journaliste, c'est un peu en mode « Oula, trop chelou !» Le portrait sort et en fait, ça la propulse vraiment de star de catégorie B à star de catégorie A. Parce que vraiment, David Lachapelle, c'est un mec qui bossait avec Andy Warhol et tout, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très connu, qui est très admiré. Et donc, le shooting photo va vraiment propulser sa carrière. Elle dit vraiment, j'étais, en tant que Paris Hilton, censée me marier avec un homme riche, travailler pour lui à la limite, mais voilà. Et moi, j'ai décidé de faire les choses différemment. Et elle dit, avant de mourir, mon grand-père a dit... Pendant la plus grande partie de ma vie, j'étais le fils de Conrad Hilton. Maintenant, je suis le grand-père de Paris Hilton. Elles vont faire ensuite The Simple Life, dont on a parlé avec Nicole Richie. C'est Fox qui produit ça, qui leur propose de faire une émission qui est entre la réalité et la fiction. Elles vont essayer de faire des jobs un peu simples et communs, parce que c'est les deux riches héritières qui savent pas rien faire de leurs 10 doigts. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, on sait maintenant qu'elle sait parfaitement nettoyer des toilettes. Paris Hilton, elle a vraiment passé 2 ans dans un environnement militaire. Quoi. Exactement. Elle fait semblant de faire la bimbo et tout. Elles ont toutes les deux des personnages où elle, c'est la bimbo un peu écervelée et Nicole, c'est la meuf un peu impertinente et tout ça. Et donc, elle tourne à fond. Elle signe avec un agent qui dit « Vas-y, ta carrière peut aller encore plus loin, c'est génial. » Et un jour, elle est en Australie quand son agent l'appelle et lui dit « Une vidéo de toi tourne sur Internet. » Et il lui explique que c'est une sextape. Elle dit, mais sa première réaction, c'est de dire, mais c'est impossible, j'ai jamais fait ça. Puis d'un coup, les souvenirs reviennent. Elle dit, mais merde, mais c'est horrible. Elle se sent horriblement mal. C'est vraiment la fin du monde, quoi. Et en plus, à ce moment-là, c'est juste une vidéo de 37 secondes qui est censée être un teaser pour la cassette qui va sortir. Cauchemar. Elle appelle son ex, elle lui dit, je t'en supplie, ne fais pas ça, ne sors pas la cassette et tout. Il lui dit, c'est trop tard. Et de toute façon, cette vidéo m'appartient aussi, donc j'en fais ce que je veux. Elle dit, au début, je ne pouvais faire rien d'autre que pleurer. J'avais l'impression que ma vie était finie. Et d'une certaine façon, c'était vrai. La carrière que j'avais imaginée n'était plus possible. Toute la confiance et le respect que j'essayais de reconstruire avec mes parents, le peu de confiance en moi que j'avais retrouvé, tout était parti en fumée. Donc elle est en Australie, elle rentre
aux États-Unis, elle est dans l'avion et elle pleure. Et en fait, il y a une meuf à côté d'elle qui lui dit « Mais pourquoi vous pleurez ?» et tout. Elle dit « Ça va pas du tout. » Et elle commence à tout lui raconter. Et la femme, elle dit « Mais c'est horrible, elle la réconforte et tout ça. » Le lendemain, Us Weekly sort une photo d'elle avec le titre « Paris Hilton, exclusive, ma version de l'histoire ». Ah. Et en fait, c'était une journaliste qui était assise à côté d'elle et qui a tout enregistré. Non, mais vraiment, sa vie, c'est un film, quoi. C'est un film. Mais du coup, elle l'a quand même un peu fait pour l'aider ou pas du tout ? Pas du tout. Ok, super. En fait, elle a clairement même vu qu'il y avait Paris Hilton et elle a dû faire en sorte de s'asseoir à côté d'elle et demander d'avoir un siège spécial. C'était pas un hasard, en fait. Et elle s'est pas méfiée, quoi. Non, elle s'est confiée à une dame qui lui donnait des mouchoirs, tu vois. Et elle dit « J'imagine que son enfant a pu aller dans une bonne université à mes dépens. » La version longue de la vidéo sort pour $50. Ça se vend comme des petits pains. Elle dit « La vidéo était partout, tout le monde en parlait, secouait la tête et disait que je n'avais aucune décence. C'est drôle, personne n'a jamais évoqué la décence de ceux qui regardent des vidéos avec des adolescentes. » Ouais. Et puis même le gars, quoi, aussi, qui a vendu ça, quoi. C'est genre... horrible. Ses parents sont dans un état pas possible, la mère ne sort pas du lit, enfin voilà. Le père, au début, il appelle des avocats, puis finalement, ils se disent « Non, mais on va pas porter plainte. Faut pas porter plainte, sinon ça va attirer l'attention dessus. » Mais eux, ça les arrange de dire ça. Et puis ça y est, le premier épisode de The Simple Life sort. Il rassemble 13 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Les critiques sont très positives et là, elle a enfin assez de courage pour se montrer, pour ressortir. Elle va même chez Jimmy Fallon dans un late night show, etc. Ses parents organisent une fête pour célébrer la sortie de The Simple Life et l'ironie, c'est que Janet Jackson devait venir chanter, mais elle avait été blacklistée une semaine avant, suite au Super Bowl. Qu'est-ce qu'elle avait fait ? C'est marrant, mais c'est l'épisode qui est sorti ce matin, au moment où on parle. Elle avait fait une performance sur scène avec Justin Timberlake pendant la mi-temps. Il s'était embrassé, non ? C'est pas non, ça ? c'est pire que ça, c'est qu'en fait, lui, il avait arraché son haut et qu'on voyait du coup son sein à la télé nationale. Okay. Et ça a fait scandale, mais c'est pas Justin Timberlake qui a fait scandale, lui sa carrière était tranquille. Par contre, Janet Jackson était vue comme extrêmement impudique et sa carrière était absolument terminée, quoi. Ok. C'est terrible. Alors que c'est lui qui lui a tiré sur le truc, quoi. Ouais. Très bien. Du coup, quand même, ça marche bien. Elle tourne la 2e saison, elle tourne la 3e saison, voilà, ça s'enchaîne. Mais elle a quand même beaucoup d'invasions de sa vie privée. À un moment donné, il y a un autre agent avec qui elle travaille qui l'appelle et qui lui dit quelqu'un a acheté un ancien box de stockage que tu avais avec ses journaux intimes, avec ses dossiers médicaux, avec évidemment des photos de famille, etc. Un site internet est publié avec tous les documents, tout le contenu, avec ses dossiers médicaux. À un moment donné, elle a avorté, et donc ça, c'est sur la place publique. Okay. Le site reçoit 1,2 million de visites les 40 premières heures. Les réseaux sociaux se développent. Paris poste des photos, elle continue de faire des collaborations avec des marques. À chaque fois qu'elle poste des photos avec des vêtements, de toute façon, ça se vend comme des petits pains. Elle est vraiment une des premières influenceuses, si ce n'est la première influenceuse. Et elle commence à travailler avec Kim Kardashian, qui, à ce moment-là, aide des célébrités à organiser leurs placards. Et ce dont ils veulent plus, elle va les vendre pour elle, pour se faire un peu d'argent. Okay. Et c'est comme ça que Kim Kardashian va être aussi la cible des tabloïds. Puis ensuite, il y a évidemment la télé-réalité autour des Kardashians. Et la sextape. Elle sort effectivement sa chanson, ça s'appelle Stars Are Blind. C'est pas genre... Oh, je l'ai plus en tête. Ouais, en noir et blanc, le clip. Je pense que c'est ça. Je sais pas si tu vois. Je pense que c'est l'air. Okay. On vérifiera après. Et après avoir tourné son 2e clip, elle boit un verre avec l'équipe, puis elle prend la voiture, et là, elle est arrêtée pour excès de vitesse, et on découvre qu'elle est en état d'ébriété, et donc on l'emmène au poste. Le lendemain matin, à la radio, elle fait une interview pour s'expliquer en disant « j'ai fait n'importe quoi », elle ne cherche pas d'excuses, mais voilà. Et en fait, elle est convoquée au tribunal et elle reçoit 3 ans de sursis. Donc l'avocat dit à l'agent, qui dit à Paris « tu as le droit, au bout de je ne sais plus combien de mois, de reprendre la voiture uniquement pour aller travailler ». Le jour J, elle le fait. Et là, bon, elle est encore arrêtée pour excès de vitesse aussi. Enfin, il y a un moment où qu'elle se calme. Son avocat s'est trompé sur la fin de la suspension du permis. Elle dit « je cherche pas d'excuses, j'étais une adulte qui conduisait un véhicule à $500 000. C'était à moi de faire attention. J'aurais dû lire les petits caractères au lieu d'attendre de quelqu'un qu'il me dise ce que je pouvais faire ou pas. » Mais donc là, c'est très grave parce que là, elle risque la prison vu qu'elle s'est prise 3 ans de sursis. Okay. Le juge, il veut en faire un exemple et la condamne à 45 jours de prison. Oh, elle a l'habitude après. En fait, c'est ça, mais le problème, c'est qu'elle a tellement PTSD. Bon, c'est sympa pour personne, la prison. Ouais. Mais c'est compliqué, quoi. Elle va en prison et c'est absolument terrible, en fait, parce que ça lui ramène tous ses mauvais souvenirs. En plus, on l'a mis dans une prison de maximum sécurité prison. Okay. Genre pour les pires criminels. Okay. Elle est à l'isolement. Aucun sens, quoi. Enfin, je suis pas en train de défendre absolument les stars en disant... je sais que ça peut arriver à tous les jours à des gens dont on n'entend pas parler. Ouais.
Mais c'est quand même hyper grave. Donc elle retrouve tout, les fouilles corporelles, l'enfermement solitaire et tout ça, les bruits de pas, les cris dans le couloir. Horrible. Les médias offrent $1 million à ceux qui enverraient une photo de Paris en uniforme orange. Une nuit, elle se réveille et elle voit un gardien au-dessus d'elle en train de la filmer. Oh putain. Elle hurle, elle rabat la couverture sur sa tête et un autre gardien arrive, il vire le mec qui a fait ça. Bon, finalement, comme elle se comporte bien, elle est libérée après 23 jours. Le soir de sa sortie, les paparazzis, les journalistes sont pressés contre les barreaux. Il y a des hélicoptères dans le ciel. Elle décide de marcher comme une super modèle. Je te montre la photo. Elle a vraiment une tête marrante. Putain, elle était extrêmement maigre, quoi. C'est clair. Ouais, du coup, elle fait un grand smile et elle... Elle est encadrée par genre, des gardiens. Elle a l'air hyper contente. Elle se dit, non mais là, il faut pas qu'ils me prennent en photo en mode pas bien. Désespoir. Voilà. Pour moi, ça illustre parfaitement Paris Hilton, en fait. C'est vraiment... Même quand je me sens trop mal, il y a toujours, je peux toujours en jouer, en fait. Et donc aujourd'hui, Paris Hilton, c'est une DJ, c'est une femme d'affaires. Elle est mariée avec un homme d'affaires qui a l'air d'être le premier homme à la respecter. Parce que quand elle en parle, elle est là, oh, mais il est tellement génial, Carter, elle est tellement géniale. Et en fait, elle est là, bah, c'est juste le respect de base. Quoi. Mais tant mieux. Il t'a pas violé et frappé, quoi. Et il te croit quand tu parles. Enfin, ouais. Incroyable. Mais bon, ça fait toujours plaisir quand t'es Paris Hilton. Et elle est très engagée donc, pour la fermeture des centres de redressement pour mineurs. Elle est très, très engagée. Genre, elle va faire des auditions au congrès, etc. Bon, par contre, elle a beaucoup utilisé son PTSD en disant « c'est un peu pour ça que j'ai eu des propos racistes, homophobes, etc. » Elle a vraiment dit des choses horribles. Hein. Ok. Elle dit que c'est parce qu'elle a eu tellement besoin de faire ça pendant les rap sessions. Truc de... Ouais, c'est beaucoup de violence... En fait, elle dit des fois, juste dans le bouquin, j'aurais pas dû faire ça, mais elle dit pas, je m'excuse auprès des personnes que j'ai offensées, tu vois. Oui, parce qu'en plus, c'est possible qu'elle ait pensé des trucs racistes ou homophobes, mais que maintenant, elle se dise, c'est trop de la merde ce que j'ai dit, quoi. Ouais. Et elle dit, le personnage que j'ai créé était mon armure, je l'ai créé quand j'étais adolescente, la blonde idiote, gentille mais impertinente. Je l'ai utilisée pour entrer en boîte, je l'ai incarnée à la télé et dans des films, et pour jouer avec les paparazzis. Les gens l'adoraient, ou ils adoraient la détester, mais c'était aussi commercialisable. Je me suis reposée sur ce personnage, c'était mon ticket vers la liberté financière, et un refuge où je pouvais me cacher. J'ai fait en sorte de n'avoir jamais un moment calme pour savoir qui j'étais. J'avais peur, car je ne savais pas ce que j'allais trouver. Bien belle histoire, Paris. Sacrée histoire. Je ne savais pas du tout, franchement. Ouais. Je connaissais rien sur sa vie, quoi. C'est pas une bimbo, mais comment est-ce que tu la définirais déjà, de base, tout à l'heure, quand tu as dit bimbo, je savais pas... Enfin, pour moi, bimbo, c'est juste physique. Okay. Et en effet, c'est le cliché de... c'est une meuf très belle et sexy, mais un peu bête, quoi. Et ça, pour le coup, si on pense en France, ou même... oui, on avait Loana et même Pamela Anderson, même si elle n'est pas française, mais en tout cas, moi, c'est les exemples que j'ai. Et je sais qu'en grandissant, j'ai vite compris qu'en fait, on disait de ces meufs qu'elles étaient débiles et qu'elles servaient à rien parce que juste on adore dire du mal des femmes en général. Mais c'est vrai que de plus en plus, oui, que ce soit Britney, Loana, tout ça, tu vois qu'en fait elles sont... c'est pas juste des meufs écervelées qui ont rien vécu. En général, elles ont vécu des gros traumatismes et tout. Et c'est aussi... traumatisant de voir à quel point on s'amuse de ça, quoi. Enfin, et même c'était pas une bimbo, mais tout à l'heure on parlait de Lady Di. T'es en mode, en fait, c'est genre, c'est des proies pour l'amusement, pour le divertissement, et on adore les humilier, leur faire du mal. Et ça, je pense que pour les jeunes filles d'aujourd'hui, enfin même pas que les jeunes filles, mais c'est des comme des modèles de genre voilà ce qu'il faut pas faire et voilà comment on va te traiter de toute façon. Est-ce que tu penses que ça a changé, qu'on traiterait différemment des femmes comme ça aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que c'est la cause est désespérée, que malheureusement... Honnêtement, j'ai vu, je sais plus quel morceau de télé-réalité il y a genre un an ou 2 ans, et je trouvais que les filles entre elles se protégeaient beaucoup plus qu'avant, et qu'elles voyaient beaucoup plus les mécanismes de manipulation et de tentatives d'humiliation et de gaslighting de la part de la production et des hommes. Et j'ai l'impression que voilà, dans l'inconscient collectif, on a beaucoup plus compris ces stratagèmes-là, et on a beaucoup plus compris que, en fait, juste quand tu nais en étant une femme ou une personne queer ou une personne trans, on va de toute façon vouloir te rabaisser, te faire du mal, te faire croire que t'es une merde. Et donc, je pense que voilà, il y a plus de coalition entre ces personnes-là.
Mais voilà, on vit quand même de toute façon dans des systèmes comme ça où c'est partout et c'est hyper discret, mais voilà, de toute façon, faut faire hyper attention. Et les gens adorent détester les femmes et détester tout ce qui vient aussi de culture populaire. Parce qu'en fait, c'est ça, Paris Hilton. Oui, même si c'est une riche ça a toujours été la héritière. honte d'aimer Paris Hilton. En fait, c'est ça. Ouais. Elle était présentée comme hyper trashy et tout. Moi, je pense récemment à Meghan Markle. Je sais pas qui c'est. C'est la femme du prince Harry. Enfin, qui n'est plus prince maintenant. Ah oui, et elle les détestait aussi. Non, mais elle s'est fait pourrir dans les médias britanniques. Elle est américaine, elle est en plus racisée. Donc, tu vois, ça n'aidait pas. Elle a été mais vraiment présentée comme le diable incarné, quoi. Ok. Et en plus, Harry a fait le choix de quitter la famille royale. Et donc, bien sûr, c'était sa faute à Meghan Markle, c'était la faute de la grande méchante, etc. Je me demande si c'est pas peut-être une des personnes contemporaines qui s'est pris le plus de vitriol. Je n'adore pas Meghan Markle, il y a plein de trucs où je pense qu'elle est vraiment insupportable et elle n'utilise pas très bien ses privilèges, je pense, et elle est un peu pénible, quoi. Mais c'est comme Paris Hilton. Je la défends pas surtout. Oui, mais en fait... Mais personne ne mérite d'être et surtout, harcelé. Aucun homme ne se fait harceler à ce point, non. ne se fait... alors qu'ils font bien pire. Violer, prendre des photos de lui, enfin, tu vois, ça n'arrive jamais, quoi. Non. Et là, dans ton histoire, Justin Timberlake, il a rien, le mec de Paris Hilton, il a rien, le père de Paris Hilton, il a rien, le prof pédophile, il a rien. Ils s'en sortent tous nickel, alors qu'elle, elle doit gravir une montagne de traumatismes et de trucs. Et c'est pour ça aussi, là, quand moi j'ai appris que Loana, elle était morte, genre ça m'a vraiment rendue hyper triste et j'étais traumatisée par tous même les hommes qui étaient là, genre c'était une super personne et tout, alors qu'en fait elle est crevée toute seule. C'est tellement hypocrite. Et voilà, et qu'en fait les gens se sont servis que de ça, de son corps, de se moquer d'elle et de sa détresse pour en fait la laisser mourir seule c'est horrible. Et même pas tirer de conclusion de ça, de genre peut-être que maintenant dans les téléréalités, dans les émissions, on va créer des règles, on va mettre plus de psy, on va faire un suivi parce que... Mais non, parce que les téléréalités, ça repose tellement sur l'idée de prendre des gens qui sont ultra vulnérables. Ouais, ils se foutent de leur gueule. Exactement. Ça n'a aucun intérêt de prendre des gens qui sont stables et de les faire suivre par des psys parce que ça enlève tellement de drama, tellement d'intérêt. Écoute, j'étais trop contente de t'avoir, Pauline, pour cet épisode sur Paris. Merci pour ce récit. J'étais à fond dans l'histoire. Franchement, j'ai l'impression que c'était un film. Donc, on te retrouve évidemment sur Instagram. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Tu fais plein de concerts. Tu es à la Cigale dans quelques mois. En janvier 2027. Ah oui, le 26 janvier 2027. Venez, je vous en supplie. Je mettrai aussi les liens. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, abonnez-vous sur YouTube et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!